Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'autrice, ou auteur comme tu préfères, Salomé Anne, une de mes camarades de promo de la formation Devenir écrivain, projet best-seller, proposé par l'école Licard, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast, donc n'hésitez pas à aller visiter leur site licard.fr si ça vous intéresse. D'ailleurs, petit clin d'œil complice à nos autres camarades auteurs de Polaris. Donc Salomé publie son premier roman, Le Sabre de Neige, tome 1, aux éditions Albin Michel Imaginaire, et ce livre sortira le 29 janvier 2025. Bonjour ou bonsoir Salomé, quelle heure est-il en Corée du Sud ? Parce qu'en France, il est 10h59 au moment où on enregistre. Bienvenue sur ce podcast. Merci, bonjour. Alors, il est 19h en Corée. Et voilà, nous avons 8 heures d'écart maintenant que vous êtes passé à l'heure d'hiver. D'accord. C'est pas mal quand même, ça fait presque une journée de boulot. Exactement. Peux-tu commencer par te présenter et nous dire qui tu es, Salomé ? Alors bonjour. Alors déjà, je m'appelle Salomé Han. Donc, on va prononcer le H. Voilà. D'accord. La coréenne. En fait, c'est le nom de mon mari coréen. Et voilà, j'ai pris son nom de famille pour faire mon nom d'autrice. Donc, c'est Salomé Han. Voilà. Okay. Je sais que beaucoup vont prononcer Salomé Han, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que dans les premiers temps, ce serait sympa de prononcer. À prononcer comme il faut. Ok. Je note. Alors, je suis l'autrice du Sabre de Neige, qui va sortir donc le 29 janvier 2025. Et j'habite à Séoul depuis bientôt 10 ans. Voilà. Et j'ai rencontré Jess par Internet, voilà. Via la promo Polaris. C'est vrai. Notre chère promo Polaris. Quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui avec ton premier roman ? Énorme. Ah. Disons que je suis un petit peu le cliché de l'autrice qui va dire j'aimais écrire depuis ma plus tendre enfance, parce que c'est exactement ça en fait. J'aimais raconter des histoires, j'aimais vivre dans ma bulle, dans mon imaginaire, et j'aimais beaucoup l'expression écrite et la rédaction à l'école. J'étais de ces élèves qui jubilaient à chaque fois qu'on avait un exercice comme ça. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de m'approprier un sujet ou de pouvoir m'exprimer, quoi. Et voilà, je pense que j'aimais déjà beaucoup la lecture, donc ça a découlé de ça. Voilà, je suis vraiment dans ce cliché-là. Je sais qu'il y en a beaucoup. Faut bien commencer à un moment ou à un autre. Certains commencent dès l'enfance, d'autres plutôt à l'adolescence quand ils ont besoin d'exprimer certains sentiments et ils utilisent l'écriture pour pouvoir le faire. Et d'autres qui le font beaucoup plus tard à l'âge adulte. Je sais que j'ai une de mes copines qui, elle, s'est mise à écrire sa première histoire suite à un sujet de rédaction que son fils a eu au collège. Ah, ça c'est intéressant. Mais voilà, en fait, ça peut arriver un peu aussi, comment dire, n'importe quand, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de timing. Il y a vraiment parce que peut-être il y a beaucoup de gens dans mon cas, parce que je dis que c'est un peu cliché, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup qui disent « Ah oui, j'aimais écrire depuis que j'étais toute petite ». Mais ça peut arriver, en effet, j'ai une amie qui c'est par le jeu de rôle, par exemple. D'accord, oui. Elle n'a pas vraiment écrit, elle n'estime pas avoir beaucoup écrit dans sa vie, mais inspirée par le jeu de rôle, elle aimait bien construire les personnages, et du coup, ça a découlé de ça. Ah, c'est pas mal aussi pour commencer. Je crois qu'il y en a quelques-uns dans notre promo qui justement ont commencé en faisant des jeux de rôle. Je crois qu'il y a Apollonia et Alizé. Je crois qu'ils font... il y a aussi peut-être Emeric, je crois. Oui, sûrement. Qui a commencé comme ça. Il faut bien commencer quelque part, hein. Mais bon. Et du coup, comment tu trouves tes inspirations ? Notamment de façon générale, et ce qui t'a inspiré pour pouvoir écrire ton premier roman, Le Sabre de Neige. En fait, comme ça fait longtemps, il y a eu plusieurs étapes. Je pense que on va dire que c'est un peu un long processus, parce que Le Sabre de Neige, c'est pas le premier roman que j'avais écrit pour moi. D'accord. J'en ai écrit pas mal avant, mais c'était vraiment je me suis un peu fait les dents dessus. C'était des romans que j'écrivais depuis que j'étais plus jeune, depuis l'adolescence. Donc, j'écrivais des nouvelles aussi. J'étais intéressée à la fois par
la littérature à la fois française, à la fois européenne et aussi asiatique, notamment japonaise. Donc j'aimais beaucoup la littérature japonaise. D'accord. Mais aussi les mangas, donc c'est vraiment un mix en fait. De tout ça. Et je suis complètement fan aussi de mythologie grecque. Donc j'ai une espèce d'inspiration multiple. Et tout ça, je pense, ça m'a nourrie pendant des années et des années. Et puis j'ai aussi fait une formation de cinéma. Donc en fait, je me suis nourrie à plusieurs disciplines, à plusieurs cultures. Et je pense que c'est un espèce de gros mix de tout ça. Donc le Sabre de neige, c'est plus un roman qui cible mon adolescence, c'est-à-dire que c'est un peu le fruit de mon adolescence, de toutes les inspirations que j'avais à l'époque. Surtout les mangas, c'est un petit peu en honneur de l'adolescente qui rêvait de sabre et de Japon de l'époque. Voilà. C'est pas mal aussi. Hein. Après, on trouve notre imagination dans tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, tant qu'à faire, effectivement, se baser sur des choses qu'on connaît et voir quelle histoire on peut inventer en mixant les genres, les personnages, les lieux. Je comprends. C'est une bonne inspiration. Et si tu pouvais nous présenter ton roman Le Sabre de neige, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors, je suis très nulle à cet exercice, mais bon, il faut quand même le faire. Bah oui, il faut faire des pitchs. C'est ça, c'est la bête noire des auteurs. Oui, tout à fait, je confirme. Tout d'un coup au grand jour, et tout d'un coup, il faut qu'on parle de ce qu'on écrit. Oh là là, ça rien ne va plus. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Les Sabres Sacrés. À la base, c'était censé être un one-shot. Enfin, je me suis persuadée moi-même que ça devait être un one-shot, alors qu'en fait, pas du tout. Et le jour où j'ai compris que ce serait une trilogie, je me suis affolée, je me suis dit ça y est, premier roman, les maisons d'édition vont pas l'accepter, etc. Bref. C'est vrai que mais bon, donc c'est quand même une trilogie, mais qui peut se lire, le premier tome peut se lire indépendamment, c'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter au premier tome, vous pouvez continuer, c'est la suite quand même, mais pas suivre d'autres personnages. Voilà. Bon, en tout cas, le Sabre de neige, donc, c'est une fantaisie épique inspirée du Japon médiéval, mais revisitée. D'accord. Ça se passe dans un monde où la voie du sabre est sacrée et source de magie. Et le sabre de neige, donc, c'est une lame légendaire qui se nourrit du sang de ses victimes et qui procure la longévité. Son porteur s'appelle Shiro, dit le héron blanc, et c'est son disciple, notre héros. D'accord, pas mal. Donc, Isao, c'est son disciple. Il a 19 ans, il aime la nature, il fait preuve de beaucoup d'empathie et il aime son maître éperdument. Il est prêt à tout pour lui. Ils vivent ensemble dans un ermitage caché au cœur d'une forêt sacrée. Mais Isao apprend bientôt que la tête de son maître est mise à prix et que le sabre de neige est convoité par l'empereur lui-même. Ils sont alors obligés de fuir et en découvrant le monde extérieur, Isao va vite déchanter et se rendre compte qu'il y a un fossé entre les principes nobles de la voie du sabre et la réalité du monde. D'accord. Ça a fait de belles promesses. Un peu trop peut-être. Mais si vous aimez, tu t'en es bien sorti, ça donne envie, ça positionne les personnages, l'environnement, le monde. Non, c'est pas mal. C'est bien. T'as réussi l'exercice. Bravo. Je sais que c'est dur. Et maintenant, comment ça se passe, cette préparation et son lancement, parce que le livre sort donc le 29 janvier 2025. Entre le moment où ton livre a été terminé, que tu l'as présenté et que tu as reçu l'accord, etc., tu peux nous raconter un peu l'histoire qu'il y a derrière la future publication de ton livre ? Depuis le moment où il a été accepté, c'est ça ? Oui. Alors déjà, je m'attendais pas à recevoir une réponse aussi vite. Parce qu'on nous avait dit des délais en général dans le monde de l'édition entre 6 mois et 1 an, donc pour moi c'était loin. Je me suis dépêchée de le faire BL pour avoir des premiers retours BL et des premières corrections de BL en janvier 2024, c'est ça ? Oui. Et, parce que je voulais participer à un appel à texte. C'est une maison d'édition qui permet fin janvier. Et dans la foulée, comme le dossier était prêt, du coup, j'ai envoyé à d'autres maisons d'édition, pas toutes les maisons d'édition de ma liste, mais quelques-unes, notamment Anneau Michel Imaginaire, dont j'aimais beaucoup déjà le style. Oui, c'est ça, parce que c'était vraiment de la fantaisie épique. Moi, j'aime énormément ça, parce qu'en fait, tout ce qui est épique, KPDP, romanesque, c'est vraiment des choses qui me parlent, en fait. Et la ligne éditoriale, c'est vraiment ça. Bon, évidemment, il y a de la science-fiction aussi, mais voilà, en tout cas c'était une des maisons d'édition qui m'intéressait, mais j'ai envoyé parce que le dossier était prêt et parce qu'il fallait se lancer, je l'ai envoyé un peu comme un exercice. Allez, à un moment donné il faut y aller, quoi. Oui, il faut se lancer.
C'est ça. Et en fait, je l'ai envoyé quand je l'ai envoyé le 2 février 2024. Et j'ai reçu une réponse le 20 février. Ah ouais, effectivement. Waouh. C'était pas la réponse finale, c'était juste « Ok, bonjour, on a pris en compte votre envoi, on vous met dans la pile à lire. » Donc déjà, c'est un bon début. Un bon point, ouais, tout à fait. Mais c'était pas du tout sûr que... il fallait qu'ils aiment la suite aussi. Oui, donc, tout à fait. Donc pendant des mois, en fait, ils m'ont tenu au courant de leur avancée. Et puis j'ai reçu, en fait, les exemples. J'ai reçu par la poste, en fait, les commentaires de l'éditeur à la main. Ah ouais. Qui me faisaient ses retours au cas où, même s'ils me prennent pas, au moins que ça me serve. Voilà. C'est cool ça comme réaction de l'éditeur. C'est peu ceux qui te répondent constructivement sur ton roman. C'est vachement bien, dis donc. C'est vraiment. Et du coup, ça allait au niveau des commentaires. T'as trouvé des choses intéressantes, déprimantes ou joyeuses? Il y en avait moins que ce que je pensais, mais c'était oui, par exemple tel passage. Ça c'est drôle parce que mes BL aussi, parce que j'avais d'autres BL du coup qui continuaient de lire le roman en profondeur par la suite, et il y a eu des choses qui se sont recoupées. C'est-à-dire moi il y a un petit passage, mais ça c'est inutile. Pourquoi il y a ce point de vue là? Voilà, ce genre de choses. Ou je crois qu'il a fait un compliment une seule fois, c'était « Oh, cette phrase est belle ». C'était la seule. C'est déjà roman. Bien, c'est super positif, je trouve. Ouais. Et c'était drôle, mais du coup, oui, c'était à la fois, donc j'avais le suspense de me dire, bon, alors au final, est-ce que ça va être accepté ou pas, et voilà. Et donc ensuite, j'ai eu la réponse finale, le oui final, le 16 avril. Ah, ce qui est quand même pas mal, ça fait février à mars à avril, ça fait 3 mois, c'est pas mal. 2-3 mois. En fait, c'est vrai que avec un point de vue extérieur, on se dit que c'est rapide, mais c'est quand on le vit, quand c'est notre premier roman, je pense qu'on est tellement dans l'attente que le temps... qu'est-ce que la personne va en penser? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Est-ce que il y a le doute aussi qui ronge. On relit son texte, on se remet en question. Puis les autres BL du coup me faisaient des retours et j'étais là, oh non, zut alors. Bon, et ben tant pis, il faut accepter quoi. Et en fait, j'ai eu cette réponse. En plus, c'était la nuit parce qu'avec le décalage, souvent j'ai des réponses la nuit. Moi, j'ai des qui se passe à propos de mon roman, mais j'ai la réponse où j'ai un email la nuit. Oui, donc je vais me coucher et tout, et hop, email. Vraiment, c'était incroyable. Le sentiment était incroyable parce que c'était tout de suite très positif et ça s'est super vite et directement on m'a proposé un contrat. Ah oui. Voilà. Mais j'ai eu cette espèce de décalage, je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de gens, mais jusqu'au moment même après avoir signé, je ne me rendais pas compte en fait de ce qui se passait. Donc je pense que je ne m'en rends toujours pas compte parce que le livre n'est pas encore entre mes mains. Donc oui, je pense que c'est ce moment-là qui réalise la réalité, enfin qui réalise la réalité. Ma phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce moment-là qu'on réalise la réalité de ce qui est en train de nous arriver et se dire oh mon Dieu, j'ai fait un livre, j'ai écrit un roman et il a plu. Maintenant, il faut lui donner effectivement toutes ses chances par rapport au futur lecteur. Mais je pense que tu n'es pas la seule à ressentir cette sorte de brume où on se dit est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que je suis pas en train de rêver? Est-ce qu'on est vraiment en train de construire quelque chose autour de mon livre? Ou est-ce que c'est juste comme ça? Mais oui, je pense que t'es pas toute seule, mais ça doit être un sentiment assez enivrant. Je pense, même si on n'est pas sûr, ça doit être quand même assez enivrant de se dire que notre livre a plu suffisamment pour n'avoir qu'à être retravaillé un peu ou beaucoup selon, mais qu'il va sortir. Et de se dire, waouh, il va sortir. Il arrive. Bon j'imagine. Tu nous parlais tout à l'heure que tu avais écrit d'autres histoires. Raconte-nous du coup tes débuts d'autrice. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait dire « Ah, j'ai envie d'écrire » ? Qu'est-ce qui t'a lancé sur ta première histoire ? Oula. Oui. C'est un peu en fait... je sais pas si c'est cliché, mais tant pis, c'est ma vie. Donc même si ma vie est cliché, c'est pas grave. Mais j'ai eu un drame dans ma famille. Enfin, et pour reprendre le dessus un peu sur la réalité, en fait,
j'ai ouvert un cahier et j'ai écrit. Et vraiment, en fait, j'ai mis les noms des personnes de ma famille dans le roman. Enfin, dans la petite histoire, c'est pas un roman. Un roman. Et j'avais quoi? J'avais 7 ans. Et j'ai vraiment... en fait, je me souviens de ce sentiment de reprendre le contrôle sur la réalité et de dire maintenant, c'est moi qui décide. Je mets les noms, je mets les rôles, j'attribue les rôles. Et tout le monde va m'obéir. Donc, tout va bien. Je décide que tout va bien. La famille n'est pas brisée. Voilà, tout le monde s'entend bien. C'est le paradis. Chacun a sa glace préférée, etc. C'était vraiment une empowerment. Je reprends le pouvoir quoi. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Donc j'ai encore ce moment en tête, mais dans les détails de ce que j'ai ressenti. Donc je me souviens plus de la couleur du cahier, voilà, mais c'était un petit cahier d'écolier. Mais je me souviens du lieu et de la chambre de l'époque et vraiment de ce sentiment de allez, c'est moi qui décide maintenant. Et j'aimais déjà lire, donc je pense que c'était le fait d'être nourrie par ça. Mais ça a vraiment été instinctif, comme on prend une respiration. D'accord. Voilà. Donc, depuis ce moment-là, j'écrivais des petites histoires courtes. Je me faisais un espèce de challenge d'écrire une histoire par page. Donc ça devait terminer sur la dernière ligne exactement. Ah ouais, effectivement. La pression. Et donc, c'était des mini-histoires, mais du coup, ça m'a appris un petit peu à structurer. Enfin, je me mettais un défi, quoi. Et j'aimais bien les défis à l'école, donc les sujets qu'on nous donnait. Pour les rédactions. Dans un temps limité. Ouais, ça, c'était génial. Ça me boostait beaucoup. Je pouvais vraiment m'exprimer sur ça. Et puis, donc, à l'adolescence, c'était plutôt des débuts de romans que j'ai inachevés. Voilà. J'en ai plein comme ça. Comme je pense qu'on en a tous un peu comme ça, nos tiroirs. Dans le tiroir, c'est ça. Et donc, j'écrivais de la dystopie, de la science-fiction un peu, de la fantaisie, de l'épique, et tout ça, avec des guerres improbables. Et aussi des nouvelles. Et c'est drôle parce que les nouvelles, j'écrivais du contemporain. C'est ça qui dit que j'aime pas écrire trop, quelque chose de trop long en contemporain. Je pourrais pas tenir un roman en contemporain. Au bout d'un moment, ça m'ennuie, en fait. D'accord. Il n'y a pas assez de monde et d'univers à exploiter derrière pour approfondir pleinement une histoire. Oui, je pense que... Oui, tout à fait. C'est peut-être cette idée de vouloir m'évader, en fait. Ou de réinventer, en fait, de prendre le pouvoir et de réinventer, toujours. Aussi. Je sais pas. Mais peut-être que le contemporain, du coup, c'est trop... Il faut que je me colle au quotidien. Je sais qu'on peut exprimer beaucoup de choses avec le contemporain. Moi, j'adore en lire aussi, mais en écrire, c'est moins mon truc. Voilà. Oui, mais donc, à l'époque, j'écrivais beaucoup de nouvelles. Et les nouvelles, c'était aussi un bon moyen de s'exercer. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, ouais. Non, j'allais parler de ce dont je parlais dans mon épisode précédent, en fait, où justement j'ai abordé le sujet de la nouvelle et du projet Bradbury. Oui, c'est ça, projet Bradbury, qui lançait le défi à tout le monde d'écrire une nouvelle par jour. Ah ouais. Comme ça, non, par semaine, pardon, pas par jour. Tu écris une nouvelle par semaine, ce qui te fait, à la fin de l'année, 52 nouvelles. Et il nous mettait au défi que sur les 52 nouvelles, elles soient toutes pourries. Qu'il y en a forcément une qui va sortir du lot et du coup, t'as de la matière, en fait, pour pouvoir après envisager soit une histoire ou soit juste publier la nouvelle telle qu'elle est. Donc voilà, c'était juste au niveau de l'exercice, effectivement, de la nouvelle, où on doit aller droit au but, où on est concis et où, du coup, on doit exprimer des choses peut-être énormes avec très peu de mots. Et que la personne qui lit le livre doit comprendre le message avec le minimum de mots qui est imposé par le format de la nouvelle. Mais effectivement, c'était un bon exercice. Moi, j'avoue, pour la mienne, ça n'a pas été évident parce qu'en fait, moi, je suis partie sur des tonnes de trucs. J'avais déjà imaginé mon world building et tout. Je me suis dit, mais t'écris une nouvelle ? À quoi ça sert de vouloir parler de tout ? C'est pas possible, tu peux pas. Donc, effectivement, ça t'entraîne, en fait, à dire l'essentiel. Et à être au plus juste, en fait, dans les mots que tu choisis pour que la nouvelle, elle prenne tout son sens pour la personne qui la lit. Oui, exact. C'est vrai. Ok. Et Attends, oui. Ah oui, non, c'est bien, c'est Et ton lancement, t'as déjà commencé à préparer le lancement dans ta communication pour ton livre Le Sabre de Neige, ou comment ça se passe d'ailleurs la communication avec la maison d'édition ? Enfin,
Explique-nous un peu comment tout ça se passe, les coulisses qu'il y a derrière la création d'un livre. Malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire parce que pour l'instant, je ne sais pas. En fait, comme je suis loin et comme on va dire que le processus est bien rodé avec eux, parce que c'est une grande ME, donc en fait, mon éditeur me fait des comptes rendus de, on a fait une réunion pour ça, on a décidé que ceci, cela. Évidemment, on me demande mon avis aussi, ça c'est qui était très chouette, c'est que même sur la couverture, il m'avait demandé de donner une sorte de mood board de ce qu'on imaginait. Parce qu'en plus, il n'y avait pas que la couverture du premier tome, il y avait la couverture aussi du deuxième et du troisième, qui sont déjà décidés, qui sont déjà validés, et que j'ai vus, qui sont et qui seront annoncés en même temps que la couverture du 1. D'accord, pour annoncer que on rentre dans une trilogie et que les autres tomes arrivent. Voilà, au début, j'étais un peu étonnée parce que je me suis dit, mais ils sont encore en cours d'écriture, c'est mon premier roman, ça va, enfin... Ils me font confiance. Bah oui. Et c'est que l'histoire a dû bien leur plaire et ils se disent tout le potentiel que tu as derrière. Et si le pitch et le synopsis que tu as dû leur donner a suffi peut-être à leur dire mais c'est bon, c'est tout bénef pour tout le monde en fait. L'histoire va plaire aux gens qui vont les lire et nous on est prêts à la mettre en avant pour qu'elle puisse être vue par le plus de monde possible. C'est super positif, hein. Ça doit être vachement... Ouais. Je trouve ça vraiment super. J'étais étonnée, mais j'ai trouvé ça super de pouvoir se projeter comme ça. Vraiment, là, j'essaye de booster sur le tome 2, mais donc voilà. En tout cas, sur ça, on m'avait demandé mon avis, et c'était chouette, et j'ai vraiment adoré en plus l'illustrateur. L'illustrateur, c'est Aurélien Polis qui a fait beaucoup de couvertures de fantasy, de science-fiction, dans le monde de l'imaginaire, est très connu. Et quand on m'a proposé, du coup, cet illustrateur, j'étais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, c'est merveilleux. C'est un rêve, c'est incroyable. Et donc, je savais que ça allait être magnifique. Je savais, c'est trop beau. Et voilà. Mais bon, sur le reste, par contre, je sais pas, là encore, la cover reveal va arriver dans les prochains jours. Je sais pas exactement quand. Moi, j'essaye on va dire, dans ma communication, j'essaye de faire des trucs un peu à mon niveau, mais sans non plus trop en dire, parce que, voilà, ça, évidemment, l'annonce leur revient d'abord. Oui, tout à fait. C'est eux qui prennent le risque, donc c'est à eux de le présenter comme il faut. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai demandé en préalable qu'est-ce que je peux partager et tout ça. Bon, on m'a dit non, mais tant que c'est pas de montrer les images avant qu'elles soient révélées, tout va bien, quoi. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça. J'ai pas d'autres, ni de date, à part la date de sortie, ni d'autres choses à partager pour l'instant. Faudra me suivre sur les réseaux pour avoir des infos, parce que même moi, là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, je mettrai l'adresse pour ton Instagram dans la barre d'outils pour que tout le monde puisse suivre l'évolution de ton roman, il n'y a aucun souci. Et donc, du coup, si on en revient maintenant à tes habitudes d'autrice ou d'auteur, d'ailleurs, tu m'as pas dit si tu préférais autrice ou auteur. J'ai plus l'habitude d'entendre autrice en ce moment, mais après, moi, j'ai pas d'avis dessus, en fait. D'accord. Donc, je vais mélanger les deux mots, ça fera auteurice. Auteurice, exactement. Mais il n'y a pas de souci. Et du coup, donc, quand tu te mets à écrire, que tu te dis, ça y est, c'est l'heure de ma séance d'écriture, qu'est-ce que tu mets autour de toi comme habitude, comme rituel, comme petit truc pour te mettre dans l'ambiance et te lancer dans ta séance d'écriture? Disons que j'aime bien compartimenter. Donc, à moins d'être vraiment sur un planning très serré où je me dis, OK, j'écris 2 heures, tout ça, mais j'aime vraiment être en immersion. Donc, déjà, j'aime bien avoir du temps devant moi. Donc, le mieux, c'est d'avoir plusieurs heures devant moi ou écrire le soir parce que du coup, il n'y a plus d'interférences. Voilà. Tout à fait. Personne ne me parle, personne ne m'appelle, j'ai pas des clients à gérer, tout va bien. Donc déjà, souvent, c'est le soir. Donc, je suis un peu un animal nocturne. Je pense qu'on est l'inverse. Je me couche des fois à des heures pas possibles parce que je suis tellement au calme la nuit. Bon, des fois, mes chats miaulent un peu trop fort. Elles me disent d'aller me coucher, mais à part ça, vraiment, la nuit, je pense que... Et puis la nuit, c'est frais. Quand il fait frais, j'ai besoin qu'il fasse bon. Bonne température ambiante. Ah oui, il te faut des conditions de cocooning, cosy, le truc... Ouais. Après,
C'est vrai que moi, je suis plutôt du matin, j'avoue. Je dors pas beaucoup, donc du coup, le matin, je suis réveillée super tôt. Donc, je profite. Parce que c'est vrai que ça... Bon, après, dans les deux cas, ça peut être intéressant, mais ce qui se passe des fois, c'est que, par exemple, pour boucler le Samo de neige, j'avais passé presque des nuits blanches. Oh. Parce que, en fait, j'étais tellement dans ma séance et je voulais tellement y aller et j'étais tellement inspirée. C'était vraiment un moment très, très fort. C'était fin décembre de l'an dernier. J'ai vraiment manqué de sommeil, mais bon, après... Oui, en plus, on avait la formation et les exercices à faire et tout ce qu'il y avait à faire en plus. Bah, dites donc, t'as été courageuse. Mais en fait, c'est ce que j'aime... C'est vraiment ce que j'aime faire depuis que je suis toute petite. Je veux dire, quand on me donne une deadline, je suis aux anges, en fait. J'ai demandé une deadline pour mon tome 2 parce que j'en voulais une. Voilà, à mon éditeur. Il m'en a donné une. Mais bon, voilà. J'ai besoin d'être cadrée parce que justement, j'ai un petit peu ce côté jardinière. qui fait que si j'ai pas de cadre, je peux partir dans tous les sens. Donc, j'aime bien avoir une conclusion. Ok, donc tu es une jarditecte du coup. Tu as besoin de cadre tout en laissant ton imagination explorer tous les endroits qu'elle a envie. Intéressant, jarditecte. Bah moi personnellement je suis jarditecte. Je sais plus, je crois que c'est sur un podcast de écrire un roman présenté par Ingrid Lemaire qui parlait justement des jarditectes, des jardiniers, des archiniers et des architectes. Et du coup, moi je me suis dit, en fait moi je suis jarditecte parce que j'ai besoin de laisser la place à mon imagination pour écrire. Mais j'ai besoin peut-être juste d'un minimum de cadre, pas autant qu'on nous en a imposé à l'ICAR, parce qu'à l'ICAR il y avait vraiment un cadre qui était posé pour nous aider justement à nous installer devant notre ordi à écrire. Mais parfois pour moi c'était trop cadré. Le nombre de mots par exemple me limitait beaucoup. Quand on avait des exercices à rendre, se limiter, voilà, c'est des petites choses qui, pour moi, me mettent un peu mal à l'aise et qui me mettent pas. Alors, du coup, je me dis, bon, alors, je crée un minimum, sans nature de nombre de mots ou quoi que ce soit, et après, je laisse mon imagination partir. Je sais que des fois, j'écris une scène et en fait, il y a des actions qui sont menées par mes personnages que j'ai pas forcément décidées et je les laisse vivre leur vie. Et après, je vois si ça colle avec la réalité du texte. Mais je les laisse en fait s'exprimer eux-mêmes. C'est pour ça que je me considère vraiment plus comme une jarditecte. Parce que j'ai mon idée d'histoire, je sais où je veux aller, ce que je veux raconter. Mais je les empêche pas à eux de vivre l'histoire comme ils ont envie de la vivre eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ce petit concept de jarditecte. Ouais, sur le nombre de mots, c'est vrai que moi, en fait, ça m'a beaucoup appris justement de compter les mots parce qu'en fait à la base je connaissais pas tout ça en fait même si j'écris depuis que je suis petite je ne connaissais pas du tout le monde des auteurs, j'avais aucun ami ou auteuriste autour de moi donc j'ai rencontré mes semblables à l'ICAR en fait. C'est la première fois de ma vie que je rencontrais des personnes qui aiment écrire autant que moi, vraiment. Et en fait tout ce qui est nombre de mots, nombre de signes, voilà. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, si tu veux, le roman que j'écrivais à l'époque, avant l'ICAR, il faisait 2 tomes en 1. Donc, le premier tome, en fait, je me suis aperçue qu'en nombre de mots, je sais plus combien il fait, mais en tout cas, ça équivaut à 2 tomes. Ah oui, effectivement. Je m'en rendais pas compte. Pour moi, j'écrivais... oui, tu te laissais porter par ton histoire sans penser au cadre expressément précis qu'on peut nous demander dans le monde de l'édition, effectivement. C'est ça, et le fait de tout d'un coup commencer à me renseigner, d'écouter des podcasts, suivre des youtubeurs auteurs, etc. Et je suis tombée des nues, en fait. Je me suis aperçue que en l'état, j'aurais jamais accès à la publication puisqu'il faut une méthode, il faut une organisation, il faut une cible, etc. Et c'est la première fois, en fait, le fait d'avoir écouté l'ICAR, les podcasts de l'ICAR à l'époque, ça m'a vraiment aidé sur ça. Et donc, prendre conscience du nombre de mots et de ce cadre-là, même si je suis un peu peut-être jarditecte, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que je fasse un autre projet d'abord, un one-shot, soi-disant. Mais au moins que j'ai structuré, je me suis quand même donné un cadre, c'est-à-dire que je savais qu'il n'allait pas dépasser tant de nombre de pages, enfin à peu près. Je savais que j'aurais 4 parties, je l'ai beaucoup plus organisé que les projets précédents. En fait. Donc c'est vrai que ce cadre-là, ça peut être vraiment intéressant. Donc, moi, l'ICAR m'a
m'a beaucoup aidé aussi sur ça. Je pense qu'elle a aidé beaucoup d'auteurs et d'auteurisses. Je reconnais pour moi-même l'avoir vécu comme toi. Effectivement, tous leurs conseils sont judicieux, que ce soit dans les podcasts ou la formation ou les lives qu'on a suivis ou qu'on suit encore d'ailleurs, puisqu'on a des lives pour les anciens. Effectivement, ça aide, ça donne une idée déjà de ce qu'on attend d'un auteur, du travail entre guillemets qu'il doit fournir pour avoir une chance de pouvoir être publié un jour, et ça te permet aussi d'apprendre à prendre confiance en toi, à structurer ton histoire, à plus avoir peur de la page blanche, parce que comme tu as déjà ton cadre, que tu sais d'où tu pars, comment tu veux y aller et où tu arrives, du coup ça aide vachement à se positionner dans une vraie posture d'auteur en fait, d'auteuriste. Tu vois ce que je veux dire? C'est un cadre qui t'aide à savoir en fait ce qu'on attend de toi pour que tu aies une chance un jour de peut-être voir ton livre dans les étagères des bibliothèques. Et c'est une formation, oui, moi je le reconnais, hein, c'est une formation géniale. Hein. Là pour mon propre roman, j'ai mis j'ai pas mis tant de temps que ça, tu vois, avec l'Icare, ça a accéléré en fait l'écriture de mon roman parce que j'étais partie avant l'Icare sur une histoire vraiment de jardinier, comme je te disais que j'étais. Et puis, l'Icare m'a donné des outils qui ont amené mon livre là où il en est. J'ai réussi à le finir. D'ailleurs, j'ai regardé en plus sur quand est-ce que j'ai commencé à l'écrire, à prendre mes premières notes dans mon carnet. J'avais commencé en avril 2023. Je l'ai fini en avril 2024. Je me suis dit, en fait, ça, parce que j'étais arrivée à, je crois, 12-13 chapitres au moment de la formation l'Icare. Et j'ai écrit quasiment le double. Si c'est pas plus d'ailleurs, parce que je suis allée jusqu'à 32, donc ça, bon bref, moi et les maths, c'est pas mon truc, mais tu vois, et ces chapitres-là, je les ai écrits dans le même laps de temps. Je sais pas comment t'expliquer. Entre avril et octobre, j'ai écrit 13 chapitres, et entre octobre et avril, j'ai écrit jusqu'à 32 chapitres. Ça m'a donc permis de vraiment pouvoir explorer pleinement mon histoire et de pouvoir l'écrire et la terminer. Et ça, oui, on n'en sera jamais assez reconnaissant à l'Icare et Lucie Castel et Johanna Vogel et Dimitri Pawlowski et puis Caroline Minick et Thomas, dont j'ai oublié le nom de famille, toutes mes excuses, Rose Naro ou Georgia Caldera. On pourra jamais autant les remercier que ce qu'ils nous ont apporté en fait. Ça a été, oui, un déclic pour tous les auteurs que nous étions en herbe, et j'ai vu, par rapport à nos camarades, comme tu as dû le constater, les avancées que chacun d'entre nous on a fait grâce à l'Icare. Ça, et puis c'est aussi, je disais tout à l'heure que j'ai rencontré mes semblables pour la première fois, mais c'est vraiment un énorme changement dans ma vie, parce que pouvoir être en relation comme ça, même à distance, je suis à des kilomètres et pourtant je me sens très proche de plusieurs personnes, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, les coworking, c'était compliqué pour les horaires parce que j'ai beaucoup de boulot, etc. Mais je sais que les coworking m'ont vraiment aidé à avancer mon roman et à le terminer. Et puis après, le fait de tous les jours, on s'écrit avec des camarades et on se dit comment ça va, t'en es où, ça se passe bien, j'ai un blocage. Et en fait, tout ça, c'est vraiment, on forme une communauté et on se soutient mutuellement. Je sais le nombre de personnes qui ont été... tout le monde a été tellement gentil, tellement enthousiaste quand j'ai annoncé que voilà, j'allais être publiée, tout ça. J'avais un peu peur, j'appréhendais beaucoup aussi parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu soudain et oui. La formation c'était il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais un peu peur de comment le dire aussi. Et tout le monde a été tellement adorable, tellement bienveillant. Ouais, bienveillant et pas dans l'envie ou pas dans, tu vois. Et il y a vraiment eu ce côté, on est fiers de toi, on est content pour toi et tout. Et j'avais jamais eu de personne qui écrit autour de moi jusqu'à présent, donc vraiment ça m'a été d'une grande aide. Et aussi, j'étais bloquée dans le sabre de neige quand j'ai commencé la formation, et justement j'ai fait cette formation pour me débloquer dans le but, dans l'espoir de trouver ce qui n'allait pas. Déjà d'aller au bout parce que je commençais à patiner en fait. Il y a 4 parties, j'étais à la 3e partie et j'étais bloquée. J'étais vraiment... le fameux syndrome du milieu. Ah, mais c'est le ça, ventre en fait. mou, je crois que ça s'appelle. Le ventre mou, mais oui. Et tout à fait, parce que la narration avait besoin, l'intrigue avait besoin d'un coup de fouet, en fait, pour repartir. J'étais vraiment, je savais pas comment j'allais le faire, et c'est en parlant avec d'autres camarades, on se parle un petit peu de nos blocages, et là, tout de suite,
Voilà, chacun infuse sa propre idée et ça nous aide énormément. C'est clair que l'ICAR, ça a ouvert aussi la porte à la communauté d'auteurs bienveillants qui s'entraident et qui sont tous heureux de se rencontrer. Pour l'avoir vécu justement au mois d'octobre, j'ai fait le week-end des 1 an pour fêter notre promo. C'était génial de pouvoir tous les voir en vrai, de pouvoir discuter de littérature et d'autres, parce qu'on n'a pas fait que ça, on a beaucoup joué aussi. Mais c'est pas mal, effectivement. C'est une communauté, c'est des amis avec qui on partage la même passion, et quand il y a des blocages ou des questions, et on sait vers qui se tourner, en fait, on n'est plus tout seul. Donc je comprends effectivement ton sentiment par rapport à la promo Polaris que nous sommes, et c'est vrai que sans eux, est-ce qu'on aurait avancé autant ? Je ne pense pas. Non, parce que c'est vraiment, un tout. Ouais, et puis je me souviens de ce moment où on avait fait un coworking et j'avais parlé de ce blocage, de ce gros blocage aux 3/4 du roman. Mm-hmm. Et Nour et Karina, deux personnes m'ont dit quelque chose et tout de suite, ah mais oui, mais c'est donc ça. Et oui, mais oui, bien sûr. Donc s'il n'y avait pas eu ça, c'est clair qu'il n'y aurait pas eu, le sabre de neige, pas tout de suite en tout cas, peut-être dans beaucoup plus longtemps, mais c'est bien. J'aurais peut-être tourné sur moi-même pendant très longtemps, je sais pas. C'est tout ce qu'il y a de plus positif, c'est de pouvoir avancer et de pas se sentir tout seul. Et maintenant, alors je sais que t'es en Corée, mais sait-on jamais, quand ton livre va sortir, est-ce qu'on pourra te le faire dédicacer ou en France notamment, parce que si on peut aussi aller jusqu'en Corée, c'est pas faux. Venez. Mais bon, du coup, est-ce que avec Albin Michel Imaginaire, vous avez envisagé la suite pour des salons, des dédicaces ou pas encore ? Pour l'instant, je n'ai pas de date. Il y a eu des choses en discussion, mais rien n'est encore sûr. Donc, pour l'instant, j'ai pas de date précise. Mais peut-être que ce sera communiqué ultérieurement, je n'en sais rien. Bon, ça viendra quand ça viendra. Ne désespérons pas. On pourra toujours te rencontrer un jour, dans tous les cas, si on va en Corée. Voilà. Si vous venez à Séoul, je suis là. Il n'y a pas de souci. Je note. Donc du coup, tu nous disais tout à l'heure que Albin Michel avait signé donc ta trilogie. Du coup, c'est le projet sur lequel tu travailles actuellement. C'est finalisé ou est-ce que tu es déjà parti sur d'autres idées, histoire de peut-être faire une pause sur ton roman, ou est-ce que tu continues dans la foulée ton écriture ? Alors, ils ont pas signé la trilogie. Ils ont mis les 2 autres tomes, on va dire, dans les préférences, dans le contrat. Voilà. C'est-à-dire qu'ils leur proposent. Mais oui, c'est comme s'ils l'avaient signé, j'ai envie de dire, vu qu'ils les vendent à l'avance. Mais bon, ils les annoncent, quoi. Mais voilà, juste parce que c'est vrai que ça l'a fait bien de dire, j'ai signé une trilogie directe, premier roman, j'ai signé la trilogie dans cette... Mais voilà, juste pour nuancer. Sinon, déjà aller au bout de cette trilogie, du coup, en effet, là je suis en train d'écrire le tome 2. Le tome 3 est, disons que j'ai planifié les grandes lignes de la trilogie, bien sûr, vu que j'avais envoyé quand même les résumés quand j'ai fait ma soumission de roman. Après ça, évidemment, moi j'ai des tonnes d'idées d'autres romans que j'ai envie d'écrire, notamment toujours en fantasy ou fantasy historique, notamment sur la Corée aussi, parce que je vis en Corée, donc sur la culture coréenne, parce que mon mari me dit, alors c'est bien beau le Japon, mais la Corée, tu écris quand sur la Corée ? Bah oui. Voilà. Il a très mal pris que j'écris sur le Japon. Je crois qu'il y a des petites tensions entre les Japonais et les Coréens, je crois. Oui, voilà. Il m'a quand même dit qu'il me soutiendrait, mais il n'était pas très content de mon sujet. Mais sinon, j'ai aussi prévu des 4 mains avec 2 amis du coup de l'ICAR. Donc, un jour, vous aurez peut-être des 4 mains qui vont passer comme ça. Sur des one-shots du coup. Ouais, one-shot pour l'instant. Après, avec nous, on ne sait jamais. Les gens les auteurs de fantasy, one-shot ou pas one-shot, c'est un peu... Un one-shot peut en cacher un autre. C'est pas faux. Seul l'avenir nous le dira. Mais on sera tous là pour vous attendre, en fait, et puis voir ce que vous allez donner. Parce qu'en plus, si c'est la promo, tu peux être sûr qu'on va tous être derrière vous. Donc... Parce que j'ai vu l'engouement que nous avons porté à ton roman quand tu nous as annoncé la date de sortie.
Mais je faisais partie de ceux qui l'avaient déjà précommandé. Je me suis dit, mais waouh, quelle énergie on a tous de vouloir soutenir en fait nos amis auteurs et d'être avec eux et vivre cet événement en même temps qu'eux et vous soutenir, c'est essentiel, je trouve. Et après, les histoires de tout un chacun sont tout aussi intéressantes et j'ai hâte de voir, après en avoir discuté avec certains d'entre vous, de la promo pendant notre week-end, effectivement, moi aussi j'ai hâte. Hein. Je veux savoir, je veux lire la suite. Donc du coup, voilà, pour tes futurs projets. Maintenant, si tu avais un ou plusieurs conseils de lecture ou d'écriture, ou les deux, qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous ? Ce serait le même conseil, en fait, pour la lecture ou l'écriture. Ce serait de lire. C'est pas faux. Mais pas forcément de lire que du classique ou de lire du Zola, etc. Alors, c'est génial de lire du Zola, mais moi, j'ai redécouvert Zola il n'y a pas si longtemps, en fait, avec une plus grande appréciation que si on m'avait forcé à le lire plus jeune. Donc, vraiment... Oui. Je dirais que tu peux lire avec curiosité beaucoup de choses différentes, que ce soit des mangas, des fanfics, des romans, des nouvelles, des poèmes, un peu de tout en fait. Que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs, que ce soit du scénario, ça peut être du théâtre. En fait, lire un peu de tout. Peut-être des fois se forcer un tout petit peu pour sortir de sa zone de confort, mais au moins lire un peu de tout pour se nourrir en fait, parce que être nourri c'est hyper important, qu'on soit lecteur ou auteur. Donc voilà, ce serait peut-être le seul, à mon niveau, là, le seul conseil que je pourrais donner, parce que des conseils super, il y en a plein sur Internet. C'est pas faux, mais là, après, c'est vrai que je voulais ton conseil à toi en tant que Salomé Han. Est-ce que je l'ai bien dit ? Ouais. Donc voilà, je comprends et tu as tout à fait raison. Lire, ça ouvre la porte à tellement de mondes différents, de personnages, de personnalités. Ça nourrit l'inspiration aussi, hein. Ça nous aide à voir ce qui a été écrit, comment ça a été écrit et du coup à comment nous, en tant qu'auteurs en herbe, on peut aussi raconter de belles histoires. Merci beaucoup pour ce conseil. Et donc pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous dire où te trouver sur les réseaux sociaux ? Pour l'instant, un seul endroit, parce que j'ai un site toujours en cours depuis des mois, je suis tellement pas douée dans ce domaine-là. Donc pour l'instant Instagram, donc je passe sur un lien, voilà. Sur Instagram, je regrouperai tout sur Instagram, c'est-à-dire qu'il y aura, au fur et à mesure, je mettrai des liens pour d'autres plateformes s'il y en a, mais pour l'instant c'est là. Ok, donc vous pouvez aller sur @salomehan.author. J'espère que je prononce bien author. En anglais, j'essaye de prononcer le TH. Mais bon, voilà. Est-ce que tu as autre chose à nous partager ou tu penses nous avoir tout raconté ? J'ai tout dit de ma personne, je pense. En tout cas, c'était sympa. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Salomé d'avoir été mon invitée. J'ai déjà, comme je le disais, précommandé ton livre. J'attends avec impatience qu'il rejoigne ma palle de 2025, qui sera sous un autre format que celui de cette année. Mais ça, je le garde pour moi pour l'instant. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker, à commenter et à partager. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à retrouver Salomé donc sur sa page Instagram @salomehan.author. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.